Mélenchon en pleurs suite, au MEUTRE, je ne sais pas si c'est ban par YouTube, d'Aboubacar. Vous savez, crime, islamophobe qui a eu lieu, qui a, entraîné donc, le décès d'Aboubacar. Et puis par la suite, il y a eu, un appel à la manifestation, place de la République notamment, mais pas que. Beaucoup de gens du coup s'y ont joint et il y avait Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon, s'est montré très ému et a, notamment pris dans les bras une femme musulmane qui, disait avoir peur. On avait déjà vu ce genre de scène, mais c'était vraiment très très touchant, quoi. Et on voulait en parler avec Chris de tout ça. Pourquoi? Parce que ça dit quelque chose du moment actuel et ça dit quelque chose, bah, du ouais, du climat, politico-sociétal ou je ne sais quoi qui pue, quoi, qui est vraiment, qui s'assombrit, on va dire. On va en parler du coup avec Chris et on va revenir sur notamment l'islamophobie et son déploiement en France depuis des décennies. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Et vers où ça peut nous mener? Et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? C'est un peu tout ça qu'on veut react aujourd'hui. Comment ça va, Chris? Eh ben, ça va bien, malgré, enfin, ça pourrait aller mieux, hein, parce qu'avec des actualités, comme ça fait pas rêver, quoi, mais bon, c'est moche à dire, mais on s'habitue, quoi. On s'habitue et on le voit venir tous les jours et bah, et et ça ouais, ça c'est l'émotion de Jean-Luc, elle est et face à cette personne, on va voir le truc, mais elle est d'autant plus touchante que c'est une espèce d'inintérêt des gens, enfin des médias qui nous sortent des trucs, ridicules, H24 et ce truc-là est passé quasiment, presque comme, rien du tout. Et on voit dans quelle, saloperie, heu les structures, sociales et ses tenants nous emmènent avec l'islamophobie. Donc Et puis en plus là, vraiment, c'était un crime dans une mosquée. Enfin, c'était ouais, vraiment le truc ciblé sur un musulman de manière, et de manière évidente, quoi. c'est une cible, mais c'est une cible, désignée par des gens, vous voyez? Il y a des gens, je vais pas les nommer, mais il y a des gens, qui, heu, qui ont du sang sur les mains, pas simplement l'auteur de ce crime. Il y a des gens qui ont clairement, du sang sur les mains dans les médias, à fabriquer de l'islamophobie. Vous avez fabriqué ce crime, autant que la personne qui l'a commis, quoi. Surtout ce qui est intéressant, là-dedans, c'est que, il y a Ordalie du Voyageur là qui dit: «C'était un attentat». Bah, si ça avait été, un musulman qui avait fait ça dans une église, c'est évident que c'était présenté comme un attentat Oui, bien sûr. terroriste, machin et là, en fait, c'est présenté comme un vulgaire, fait divers, Mmh. «Oh oui, c'est triste pour eux» et même les gens à gauche. Notamment ceux qui sont en haut à droite du graphique, là, même les gens à gauche, ils vont avec des pincettes. C'est-à-dire qu'ils soutiennent, mais quand même, ils utilisent pas le terme islamophobie. Roussel a joué à ça, Ruffin a joué à ça, en disant: «Oui, acte anti-musulman, machin». C'est-à-dire qu'il y a même dans les pires situations, une volonté quand même de pas trop y toucher, quoi. De dire: Ouais, «Bon, on soutient parce qu'on est de gauche, mais quand même, on va pas aller, jusqu'à, se mélanger avec, cette plèbe, d'islamo-gauchistes», quoi. ouais, Et donc ouais. c'est pour ça que la réaction de Mélenchon, elle est d'autant plus notable parce que la réaction de Mélenchon, elle est assez spécifique, assez unique dans le monde politique. Et donc je voulais juste qu'on se la regarde comme ça et puis après on va pouvoir parler de tout ça. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. C'est quelque chose qui est, enfin, c'est quelque chose qui est assez fort, hein. Moi, ces images-là, elles m'ont assez touché, hein. Ah Enfin, oui, ça représente, enfin, c'est tellement symbolique, tu vois. Genre, c'est-à-dire que t'as cette dame, tu vois, qu'elle a peur pour elle, pour ses enfants, pour sa famille, tu vois, et que
Mélenchon, c'est-à-dire une partie de la gauche qui a été solide sur certaines questions, représente pour elle aussi peut-être que la seule porte de sortie à cet enfer qui est en train de s'abattre sur la France et qui consiste à désigner les musulmans comme étant les principaux responsables de la crise du capitalisme actuel, quoi. C'est vraiment ça qui est en train de s'abattre sur ce pays, quoi. Ouais, Donc, ouais. c'est touchant et en même temps, tu te dis, mais enfin, on est vraiment entré dans un truc où ça devrait être tu vois, une communion nationale, tu vois, un truc comme ça. Et là, on est en train comment dire, d'en faire un truc spécifique à la gauche, à l'AFI. Enfin, c'est-à-dire que cette émotion-là est encore amoindrie, minimisée. S'il y avait, comme tu disais, cette émotion-là dans un autre contexte, dans un contexte où ça avait été dans une église ou quoi que ce soit, c'est l'image qui tournerait en boucle, qu'il faudrait montrer, remontrer pour la communion nationale, pour le rassemblement, etc. Et là, on se rend compte que c'est ramené à de l'insignifiant, voilà. Comme si c'est vraiment, comme si justement c'est vraiment une dignité secondaire, quoi. Et là, on voit vraiment tout le processus comment dire, de subalterne, là, je sais pas trop comment on peut dire, à quel point on a rendu subalterne, inférieur, nos compatriotes musulmans dans ce pays, à quel point on les a réduits. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit d'avoir l'émotion nationale des autres. Et ben Non mais attends, c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans ce pays, il y a 20 ans, peut-être que même Sarkozy serait allé à la manifestation. Même des mecs qui seraient moteurs dans l'islamophobie, ils seraient allés quand même en faisant mine de s'y intéresser. Ouais. Et aujourd'hui, la dynamique est inverse. C'est-à-dire que des mecs qui seraient peut-être vraiment touchés par ça se disent « je ne peux pas y aller, je ne peux pas dénoncer l'islamophobie, sinon je suis mort politiquement ». C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'inversion du truc. Aujourd'hui, s'afficher dans cette manifestation, montrer que que tu partages les peurs de cette dame et que tu es en communion avec les musulmans en France, ça te coûte cher politiquement, tu vois. Ouais, Et il faut avoir du courage pour le faire. C'est quand même incroyable. C'est ça. Il faut du courage politique pour avoir de l'empathie et de la solidarité avec certains de nos compatriotes. Eh ben, vous vous rendez compte que là, on est tombé dans un niveau d'obscénité. Mais je vous le dis, il y a des gens qui sont responsables de la mort de cette personne et c'est plus large que la personne qui a commis l'attentat. Et d'ailleurs, ça choque personne. Ça choquerait personne de dire le contraire si c'était un attentat islamiste, de dire les prédicateurs, le livre, le Coran, etc., est responsable quand il y a un attentat islamiste. Eh ben, je vous le dis clairement, voyez, les prédicateurs, on sait tous qui on parle, sur les radios, sur les télés, sont responsables de cet attentat-là, les prédicateurs de l'islamophobie. Et je parle bien d'islamophobie parce que le terme n'est pas secondaire. Dans ce pays, ce n'est pas simplement les musulmans dont on ne veut pas, c'est l'islam. Et c'est une pratique collective concrète. C'est-à-dire que ce pays voudrait bien de musulmans qui se cachent. Vous voyez, ce pays voudrait bien de musulmans qui se cachent, qui ne sont que musulmans, mais il ne veut rien d'islamique. Il ne veut ni de mosquée, ni de culture, ni voilà, il ne veut rien de tout ça. Et ben c'est pour ça qu'il faut parler d'islamophobie, parce que c'est structurel. C'est fondamental de montrer qu'il y a une espèce de rejet global d'une culture et d'une civilisation. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un enjeu. Moi, je me souviens avoir commenté le congrès du Parti communiste, où justement il y avait des gens dans le Parti communiste qui disaient on pourrait utiliser le terme islamophobie. Et tu en avais dans le Parti communiste, qui est la ligne majoritaire, qui est la ligne Roussel et tout, qui disait non, faut utiliser racisme, anti-musulman. C'est comme si tu refusais de parler d'antisémitisme et que tu disais non, il faut parler de racisme anti-juif, tu vois.
Déjà, moi, tu vois, même avant de faire des analyses du mot ou je ne sais quoi, moi, au moment où je me suis mis à utiliser ce mot d'islamophobie qui était pour moi pas facile au début non plus, je me disais: Ouais, «C'est pas ouais, je très comprends. cohérent parce que la critique de l'islam, pourquoi pas?» tu vois? Mais déjà, je me suis dit: «Bah, les gens qui connaissent ce truc», tu vois? Les gens qui sont, des militants antiracistes, ils utilisent ce mot, tu vois? Donc au bout d'un moment, je sais pas, tu Roussel, tu pas, tu pas hyper, calé sur ces sujets-là, tu devrais suivre le mot que les gens utilisent, tu vois? C'est comme même sans connaître l'histoire de l'antisémitisme, tu vois très bien que les gens qui militent contre l'antisémitisme, ils utilisent ce mot. Donc tu vas pas dire: «Ah bah non, mais moi je suis plus intelligent que vous et puis il y a des juifs qui sont pas sémites et puis il y a des sémites qui sont pas juifs» et puis ah non, en fait, les gens ils utilisent le mot antisémitisme, tu utilises le mot antisémitisme, tu vois? Je Mmh. vois pas pourquoi tu viendrais, toi, en tant que mec extérieur à tout ça, dire, avoir des grandes théories et changer, la réalité des choses pour ces gens, tu vois? Ouais. Non, mais on est d'accord et c'est ouais, en plus, je te dis, il y a un refus théorique. Il y a un refus théorique de comprendre que c'est l'islam qui est rejeté, tu vois? Et que c'est déjà donner le point à des types qui disent: «L'islam est incompatible avec la République», tu vois? Quand tu refuses la logique d'islamophobie, tu donnes déjà le point de dire: «J'accepte les musulmans». Tu sais, c'est le concept de tolérance religieuse, tu vois? Tu te rappelles le gars qui ramène sa fraise là, mais c'est intéressant ça. Tu vois, quand on a inventé la tolérance religieuse, au XVIe siècle, c'était un moyen de dire: «On tolère les pratiquants, mais on ne tolère pas, la religion». Tu vois? C'était un moyen de dire: «Il y aura rien de protestant dans ce pays, il y aura juste des protestants». D'ailleurs, rien que le nom des mecs et cetera et l'islamophobie, c'est la même chose. C'est de dire, «Vous pouvez être musulman, mais il y aura rien pour vous au même niveau que les autres religions. C'est-à-dire, vous considérez comme on vous tolère. Et ben, cette idée de tolérance, et ben, elle s'inscrit là, et c'est le maximum de conscience possible de gens comme Roussel ou comme Ruffin. Et ben ça, c'est déjà grave en fait. Ça, c'est déjà grave parce que c'est déjà des gens qui, par cette idée de tolérance, refusent l'idée même d'égalité absolue. Voilà. Et donc, moi, c'est vraiment problématique ce refus de voilà et je vais, comment dire? Je Tu vais, as dit sur France Inter, ils disent qu'il y a pas assez de Chalgoumi. Mais non, Chalgoumi, mais il rentre vraiment dans cette logique-là. En mode: «Oui, bah, je suis musulman, mais non, mais moi, il faut chanter la Marseillaise, machin et mais tu tout». C'est vois, vraiment ça. Qu'est-ce vraiment qu'il y a? l'autre fois, ouais, non, mais c'est une cata, mais tu vois, je reviens sur l'islamophobie, j'ai vu, c'est vraiment, là pour aller dans son sens et je comprends, hein. Wissam, il disait dans un truc, il disait: «Ouais, on s'en fout du terme tant que vous combattez» et c'est vrai que tu te dis: «Mais pourquoi on se bat sur le terme?» Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je comprends l'urgence de quelqu'un comme Wissam, tu vois? Qui dit: «Mais allez, franchement, si vous voulez dire anti-musulman, mais que vous êtes là, pour, lutter contre le» tu vois? Non, mais vraiment, Non, mais il a vraiment, raison, il a mais les raison, gens qui disent anti-musulmans, justement, ils luttent pas contre. et C'est il a bien le raison. problème. Tu vois? C'est ça le truc. Et en fait, on revient à notre débat, mais en fait, est-ce que vraiment, quand tu as des pudeurs à dire islamophobie, tu es aussi bon combattant que quand tu dis islamophobie, tu vois? Et c'est ça le truc. C'est Et pareil moi pour je génocide. C'est et pareil c'est pour et génocide. là et C'est-à-dire là que je quand tu as des pudeurs sur ce qui se passe à Gaza, machin et exactement, tout, tu vois? tu combats vraiment bien le truc, tu vois? Voilà, et donc justement le mot, recouvre une certaine forme d'activité, tu vois? Et moi et là je vais te dire, heu, ben ouais, effectivement, nous, bah, en tant que blancs, là peut-être qu'on a, peut-être, un peu plus de, comment dire? De possibilités. On est moins dans l'urgence que nos camarades musulmans, qui on se dit: «Bah, c'est bon, on n'a pas le temps de batailler sur les mots» et c'est à nous de mettre la pression sur, d'autres blancs pour dire: «Mais non, mais soyez au niveau du combat, quoi. Soyez au niveau du combat. Nous, on va pas le vivre». Moi, franchement, je suis pas musulman, j'ai pas une tête, d'arabo-musulman parce que, faut bien comprendre que l'islamophobie, ça se croise avec la haine des arabes aussi. C'est un racisme, hein, quand les gens disent: «Mais non, c'est la critique d'une religion». Franchement, ils se foutent de qui, quoi? Tu vois? Mais, voilà. Donc, je me fais pas avoir, là-dessus. Donc effectivement, j'ai le confort de pouvoir rattraper d'autres blancs, voilà, et dire: «Mais tu es sûr que tes petites pudeurs sur le terme islamophobie, tu seras présent au combat avec la même intensité?» tu vois? Et ben ça, heu et ben ça pour moi, c'est notre tâche, quoi. Voilà, et je peux comprendre qu'effectivement il y a des camarades comme, Wissam ou d'autres gens qui sont directement ciblés
ils ont pas ce luxe-là d'aller pinailler sur les termes, quoi. Bon, de toute façon, c'est pas le terme qui est le truc le plus intéressant, Non, mais mais tu c'est vois, quand même ça, de comprendre comment ça s'est installé, pourquoi ça s'installe et tout ça, tu vois. c'est, Et ça, comment on le combat. euh, euh, ouais, si tu veux, c'est chacun a son poste, quoi. Chacun a son poste. Et quand tu vois des gens qui commencent à te dire, ouais, mais moi, je vais pas venir à la manif parce que j'ai foot, parce que le terme islamophobie me pose problème, bah, tu sais, c'est le gars qui cherche des excuses, quoi, pour pas aller au combat, quoi. Tu vois, qui dit, je serais bienvenu, hein, mais. Là, tu te Je dis, sais, je suis bah, d'accord avec vous, tu je vois, ferais bien grève, voilà, mais en fait ouais, là je peux pas parce tu que ouais, vois, je vais perdre voilà, un peu d'argent, machin, voilà, etc. Ouais, tu fais pas grève en fait, tu me dis voilà. pas, En enfin t'es fait, d'accord avec nous, mais dans sinon, tous les cas, tu voilà, serais pas d'accord avec nous, ça change rien parce que de toute façon tu le c'est fais pas, tu vois. exactement. Et tu trouves pas justement l'équilibre mental pour dire, en fait, j'ai pas très envie de le faire, mais je peux difficilement l'assumer comme tel. Donc, il va falloir que je trouve des bonnes raisons c'est-à-dire pour ne pas le faire, mais pas pour ne pas subir la violence symbolique de ne pas le faire. Tu vois, c'est ça Ouais. les équilibres des gens dans les stratégies sociales. Et ben là, Ruffin, quand il dit j'ai foot, ou quand les gens ils parlent d'islamophobie, etc., ils ne veulent pas parler d'islamophobie, c'est un moyen pour eux de ne pas vraiment s'engager dans la lutte. De ne pas vraiment s'engager dans la lutte. Qui ne sera pas simplement une lutte, oui, parce qu'il n'y a aucune. Je sais bien que Roussel ou Ruffin, ils vont venir là, pour une minute de silence et tout. Enfin, je veux dire, heureusement, il reste encore un peuple de gauche. Bah, mais ça veut dire que bah, dans les autres moments, quand il n'y a pas quelqu'un de mort, tu vois, quand on est dans la fabrication intellectuelle et idéologique de ce mort, bah là, ils ont foot, quoi. Voilà. Là, ils Ouais. ont foot. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les process. C'est qu'est-ce qui a entraîné. Voilà. Et ben quand tu commences à dire le burkini, le machin, ceci, cela, les menus à la cantine, voilà. Et que là, pendant tout ça, tu dis, oh, mais ça, c'est de la critique de la religion. Moi, j'ai foot, etc. Et ben tu te dis, mais en fait, il y a un gars qui est en train de charger son arme, préparer le truc, etc. Tu dis, non, mais c'est bon, ça c'est un type qui s'entraîne, tu vois. C'est un type qui s'entraîne aux Jeux Olympiques. Là, il se rapproche de la mosquée, tu vois. C'est quand ah non, l'islam, etc. Non, non, mais il va sûrement prier, tu vois ce que je veux dire. Et là, après, il dit, ah merde, putain, il a tiré sur le gars, quoi. Tu vois, genre, ah bah je suis trop en soutien avec vous. Bah ouais, frérot, ça fait 3 semaines que t'as les yeux dessus. Tu dis rien, tu regardes à côté ta foot, et maintenant tu viens nous faire croire que bah, t'es dans le combat. Bah c'est un peu tard, quoi. Voilà, c'est un peu tard. Et ben voilà, quand vous voyez des actions, il y a des constructions idéologiques derrière. Et ben les gens qui justement ont des pudeurs de gazelle, et ton exemple sur Israël, il est intéressant. Effectivement, quand vous avez des pudeurs de gazelle à soutenir la résistance palestinienne, à dire le mot génocide, et ben ça continue. Parce qu'il ne faut pas vous voiler la face. Quand les gens refusent le terme génocide, c'est de dire on n'est pas encore arrivé au pire. On n'est pas encore arrivé au pire, donc c'est pas encore très grave, donc on peut encore sans laver les mains ou voilà. Et il y a des gens qui le font sciemment. Pourquoi tous les sionistes, tous les sionistes, comment dire, essayent justement de nier le mot génocide? Mais parce qu'ils savent très bien que derrière, il n'y a plus de qualification possible pour dire l'ignominie de ce qui se passe à Gaza. Ben, ils savent très bien que c'est le point de non-retour. Voilà. Donc ils essayent vraiment de le nier. C'est des négationnistes. Et, donc cette bataille sur les mots, c'est une bataille sur la qualification d'un acte concret et donc la résistance à cet acte concret. Et donc, Et puis, attends, quand il y a un truc moi que j'ai compris aussi sur les mecs qui te disent ouais, faut pas utiliser islamophobie, c'est parce qu'ils te disent parce que si on utilise islamophobie, ça veut dire qu'on peut plus critiquer l'islam. Et Non, mais- derrière ça, il y a l'idée que du coup l'islam va s'imposer en France, machin, ils vont prendre Voilà. le pouvoir parce qu'on peut plus le critiquer. Et donc il y a l'idée un peu de la taquilla, tu vois, en mode les musulmans, ce qu'ils demandent à travers la lutte contre l'islamophobie, c'est de pouvoir instaurer l'islam comme religion d'État et le califat, tu vois. Il y a vraiment un bail comme ça de continuité dans le truc. Alors je dis pas que tous les mecs qui sont contre le mot islamophobie pensent ça, mais Oui, ça mais renferme cette vision du monde-là. t'as complètement raison.
Je t'ai coupé? Non, t'avais fini Non, non, ou? non, non, vas-y. Non, mais on en a parlé avec, Zoé dans une capsule sur, un Trotsky qui devient, nazi. Hem, je me retiens de dire un truc, mais, un trotskiste qui devient un lambertiste même pour être précis et mais en fait, c'est aussi pour ça parce qu'il faut comprendre, je l'avais expliqué, les, les musulmans sont dans ce pays, sont au croisement de 2 violences et de 2 structures mentales idéologiques, et de 2 matrices de détestation. Ils sont comparables à la matrice de la détestation qu'on a connue avec l'antisémitisme, à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire, c'est un peuple dans le peuple qui fait dégénérer ce peuple-là, c'est ça, qui cache la pureté de notre peuple, le grand remplacement, oui, ce qui était, Drummond, Maurras sur les Juifs et cetera. C'est une nation dans la nation qui, contamine notre nation, qui, la fait dépérir et cetera. Ça, c'est vraiment l'idée de ce que tu disais, ils vont nous grand remplacer, c'est une nation dans la nation. Cette matrice-là, c'est la matrice identique à l'antisémitisme qu'on a connu, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et puis, il y a une autre matrice que les musulmans se prennent aussi dans la gueule. Enfin, il y a même une troisième, on parlera. Mais là, pour le coup, visible idéologiquement, c'est la matrice anticléricale. C'est la matrice, tu sais, de détestation, comme tu disais, des religions. Et là, tu vois justement les gens qui mobilisent l'islamophobie. Des gens comme Caroline Fourest, comme Enthoven, etc., qui font croire que le terme islamophobie aurait été inventé par les mollahs iraniens pour condamner Salman Rushdie, etc. Tu vois, c'est ces gens-là qui te font croire effectivement que eux, ils sont la gauche anticléricale, qui s'est battue contre la religion et donc qui ne veut plus d'expression religieuse dans ce pays, qui déteste la religion et qui veut quasiment presque un athéisme d'État. Il y avait des gens qui étaient, à l'époque de 1905, etc., comme Émile Combes, etc., des gens qui étaient extrêmement radicaux. Il faut lire aussi hein, ce que c'est les débats de l'époque. La loi de 1905 n'est pas une loi religieuse, c'est une loi politique. C'est une agitation politique. C'est une agitation en plus qui traverse le pays avec les franges les plus importantes de la bourgeoisie à sa tête, qui étaient des franges antisocialistes, dans une phase de crise profonde du mode de production. Donc l'anticléricalisme n'est pas une émergence des Lumières, c'est une, une idéologie de la bourgeoisie semi-progressiste en crise à la fin du 19e et au début du 20e. Et on a exactement la même chose aujourd'hui. Donc les musulmans se prennent ces deux matrices, cette matrice antipopulaire, antisociale, anticléricale, et la matrice qui était avant la matrice du peuple dans le peuple, de la nation, et du, et du grand remplacement et de l'antisémitisme. Donc ces deux matrices idéologiques qui normalement étaient destinées, quand c'était pour les Juifs, etc., à ne jamais se croiser, là elles sont réunies contre les musulmans. Donc c'est extrêmement dur. Ça veut dire qu'ils prennent des coups par la droite, anciennement antisémite, et ils prennent des coups par la gauche, anticléricale. Et c'est extrêmement violent. Sans parler derrière, je ne vais pas le rajouter, mais là il y a beaucoup plus de processus de racialisation, c'est-à-dire la matrice coloniale qui les rend indigènes. Tu vois, ça, c'est la troisième matrice, mais qui est beaucoup plus profonde, qui elle va être moins idéologique parce qu'elle est partagée par l'ensemble de la population, tu vois. Donc, elle est moins théorisée. Donc, elle est moins, exprimable sur Europe 1. Voilà. Oui, et puis donc, elle est peut-être aussi plus diffuse, quoi, tu vois. Plus partagée entre différents types de racisation. C'est ça, exactement. Alors que, enfin, c'est pas que les musulmans qui vivent le colonialisme et tout. Enfin, c'est partagé aussi avec les personnes noires, asiatiques. Enfin voilà, c'est partagé avec d'autres colonisés. Exactement. Donc tu vois, tu as ces trois trucs et surtout ces deux grosses matrices idéologiques que j'ai dit qui sont exprimables. Vous voyez, personne ne vient sur un plateau de télé pour dire non, mais ça reste quand même des inférieurs, ces gens, on va pas les laisser avoir leur pratique, tu vois. Et c'est enrobé de matrices idéologiques encore exprimables, c'est ah, mais attention,
est-ce qu'on va pas se faire grand remplacer? Donc ça, c'est ce que je disais, la matrice d'extrême droite, anciennement antisémite, ou la matrice de: «Attention, on s'est battu, pour, la liberté religieuse, mais ces gens-là, vont réimposer, l'ordre religieux aux femmes» et cetera. Donc on va avoir tout ça et donc c'est Ce qui extrêmement ce qui fait d'ailleurs qu'en France, les musulmans sont attaqués par la droite et par la gauche, parce que la gauche exactement, a c'est ce ce que je te côté disais. anticlérical, ce qui est peut-être pas le cas. Genre pour une fois, voilà, tu me dis si je me trompe, mais c'est Ouais, peut-être pas le vas-y. cas aux États-Unis pour les Noirs américains, tu Non, vois? Qui sont attaqués surtout par la droite, parce qu'il y a pas cette matrice anticléricale contre les Noirs américains, parce qu'il y a pas d'anticléricalisme en fait aux États-Unis. bah et clairement d'ailleurs, tu vois, par exemple, les mouvements, noirs et Nation of Islam et cetera ou d'autres mouvements qui ont genre Marcus Garvey et cetera qui étaient très religieux, ne se sont jamais fait attaquer sur ce côté-là. Justement parce que là, ils avaient une espèce de similitude, avec la matrice très religieuse des États-Unis qui n'ont pas de alors Nation of Islam était plus, Farrakhan quoi et plus oppositionnel, mais Nation of Islam, c'est aussi très, une espèce de syncrétisme avec le protestantisme, voilà. Je sais, Mais, quelqu'un dans le chat qui a dit: «S'ils se font pas attaquer par la gauche, aux États-Unis, c'est parce qu'il y a pas de gauche aux États-Unis». ouais, c'est marrant ça. C'est pas C'est faux, pas mal en vrai. mais c'est pas faux. Mais voilà et donc mais c'est vrai qu'il y a pas cette matrice idéologique totalement anticléricale, quasiment, pour l'athéisme d'État et on n'a pas cette logique-là et aux États-Unis, en plus, les musulmans sont faut savoir que les musulmans sont beaucoup plus minoritaires que je crois qu'il y a à peu près 3 millions de musulmans sur 300 millions d'Américains, tu vois? C'est-à-dire, c'est pas du tout les mêmes rapports, Ouais. c'est pas du tout les mêmes masses, quoi, par rapport à la France. Mmh. Oui et puis l'État est très religieux, quoi. Ouais, ouais, l'État est très religieux, il laisse beaucoup de place aux communautés, ce qui est pas du tout la même chose, sur la France, qui a une matrice universaliste, tu vois? Qui veut vraiment, uniformiser et surtout sur la religion Voilà. C'est la bourgeoisie française est intéressante parce qu'elle s'est d'abord battue contre la religion, tu vois? Oui. On a parlé, l'avènement du rationalisme, et cetera. Pour prendre le pouvoir, elle a abattu, l'ancien ordre et donc elle a dû être anti-religieuse. Bah, vous voyez, hein, Voltaire, et cetera. Enfin, tout ça, c'est des gens qui étaient contre la religion quand on faisait la critique. Et puis, quand elle a vu, par la Révolution française, qui est une révolution qui a dégénéré. Vous savez, la Révolution française est une révolution bourgeoise dégénérée en proto-révolution prolétarienne. Et quand elle a pris peur de cette révolution possiblement prolétarienne, elle est revenue à un cléricalisme ultra violent, c'est-à-dire à la religion d'État pour calmer les masses. Donc elle a un rapport à ça assez particulier. Et d'ailleurs, il y avait cette formule intéressante sous l'Empire napoléonien du cléricalisme athée. Tu sais, Mmh. et ça, c'est Maurras. Vous voyez, Maurras, c'est le cléricalisme athée. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui considère qu'il faut l'Église comme Ouais. religion d'État pour tenir les masses. Vous Mais voyez? les Donc ça, droitards c'est sont beaucoup comme ça, ouais. Quand tu voilà. écoutes Julien Rochdy parler du christianisme, mais tu vois très bien qu'il y croit pas, en plus il est nietzschéen, tu sais? Donc il est en Ouais, mode: «Pour les moutons, c'est bien». Parce que ouais, c'est ça, pour les gens, tu sais, qui sont pas des, c'est ça. des surhommes, bah, c'est pas mal qu'ils aient une église, qui leur dise un peu quoi faire, quoi. Et c'est vraiment une morale extrêmement, aristocratique de se dire ça, tu vois? De se dire: «Bah, il faut mater un peu les mœurs de la populace, quoi». Ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment le cléricalisme athée, c'est vraiment de mettre des personnels religieux qui sont là pour, mater les masses, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, comment dire? Une une fois qu'elle a réussi à les mater de manière, assez, différente, bah, elle s'est débarrassée complètement de la religion d'État, hein. Il y a encore, ce qu'on appelle le concordat, voilà, qui Mmh. est né sous Napoléon, qui existe encore en Alsace-Lorraine, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le concordat? Bah, ça veut dire que c'est l'État qui organise, heu, la gestion religieuse, voilà. Elle s'en est débarrassée en 1905, sauf pour l'Alsace. Enfin, elle s'en est débarrassée pour toute la France, mais comme l'Alsace et la Lorraine n'étaient pas en France à l'époque, quand ils sont revenus, ils ont gardé le concordat. Voilà. Ça, c'est une mesure de gauche.
abolir le concordat. Voilà. Mais ce qui est très marrant, d'ailleurs, tu parlais de ça sur la laïcité, c'est-à-dire de ne plus avoir, comment dire, l'État qui dirige la religion, la laïcité, tu vois, c'était ça. Et donc, tu avais aussi des chrétiens de gauche qui étaient pour la loi pour la laïcité, qui voulaient que l'Église soit autonome, tu vois, pas du. Alors que les chrétiens de droite, comme tu parlais des Rojdi, tu vois, étaient anti-loi laïque, parce qu'ils voyaient ça que comme de la police. Et bah, tu sais, pour le chat, anecdote, c'était bon en métropole la laïcité, mais pas pour les indigènes, parce qu'à l'époque, il y avait encore le code de l'indigénat. On a refusé la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'ordre politique du pouvoir religieux, parce que oui, pour les indigènes, en fait, contrôler leurs imams, contrôler leurs autorités religieuses, c'était un moyen de les avoir, voilà. Et donc même la laïcité promue par la bourgeoisie comme le truc des Lumières, etc., ça, c'était inaccessible pour les indigènes parce que justement, ils gardaient pour ces masses dangereuses, infériorisées, rendues indignes, l'autorité religieuse comme relais de son pouvoir impérial. Mmh. Bah, d'où la critique de l'universalisme, bourgeois, Ouais, ouais, totalement abstrait et suprémaciste, concret, tu vois? Hein. C'est exactement, vraiment ça. C'est les gars sur le papier, c'est l'universalisme, parce que comme sur le papier, les gens sont libres et égaux et puis, dans les faits, concrètement, c'est un suprémacisme. exactement. Donc, Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? On pourrait peut-être parler, tant qu'on parle d'islamophobie, des luttes justement, des musulmans en France. Je sais pas si tu voulais en dire quelque chose, notamment peut-être, en parlant des années touche pas à mon poste, tu vois? Comment ça a été, je suis pas mon que pote. touche pas à mon poste, touche pas à mon poste, ouais, désolé. Heu, des années touche pas à Ouais, mon poste. ouais. Ben, en Tu fait, vois? Montrer comment ça a été empêché aussi par une partie de la gauche, qui ont empêché toute possibilité autonome à un moment donné, tu vois? bah, clairement, bah, en fait, c'est un truc intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de la révolution iranienne de l'Ayatollah Khomeini en 79 et hem et ça a été tout de suite pour la gauche, sociale traître, un moyen vous voyez quand vous voyez par exemple des Fourest ou des printemps républicains, alors ça fait PR aussi, c'est à chaque fois que je vois PR pour il y a une époque quand PR c'était printemps républicain, maintenant c'est position revue. Je sais, on n'a pas la même ligne. Mais ou président de la République, c'est comme vous voulez. Vous avez Mais pas le même maillot non plus. non, je te rassure. Mais ce qui est marrant, c'est que cette matrice-là de, comment dire? De anticléricale et de détestation de la religion, elle existait déjà dans les années 80, chez les socialistes et tout et elle a été vraiment activée. Il y a un événement important, il y a eu, des grèves des travailleurs. Alors vraiment, il faut vraiment voir les grèves des travailleurs des usines Talbot, dans les années 80, tout début des années 80, je sais plus si c'est 82 ou un truc comme ça. Je trouve ça. Hem, et donc il faut savoir que, hem 84. 84, voilà. Donc je sais que c'était sous Mauroy, donc ça devait être Ouais, de fin décembre 83 à janvier 84. ouais, tu vois? Donc c'était sous Mauroy, donc je vais te dire pourquoi, mais et hem et il faut savoir que l'industrie automobile en France a été vraiment une industrie où, d'OS, alors je sais pas si tu vois ce que c'est OS, d'ouvriers spécialisés, c'est vraiment le plus bas des ouvriers. Aujourd'hui, dans le graphique, c'est ouvrier non qualifié. On dit plus OS, mais à l'époque, on disait OS. Donc maintenant, c'est, ONQ, ouvrier non qualifié. Et c'est vraiment dans les industries automobiles, là où on est allé chercher vraiment des travailleurs immigrés. Et il y avait, je vous le dis, dans les années 60, il y avait, heu vous le voyez dans le film L'Établi, par exemple, un film récent qui a été adapté, du livre L'Établi, d'un maoïste qui justement s'établit, dans les usines Citroën et cetera. Il y avait 90 de travailleurs étrangers, quoi. 90 de travailleurs étrangers venus des pays, anciennement colonies, du Maghreb et hem et donc bah, ça a dû ouais, de Robert Linhart. Merci, Paul Ranier, au top et hem et donc c'est vraiment un monde, voilà, où, bah, il commence à y avoir de la crise économique, en fait, dans les années 80 et il y a des grèves des usines Talbot et Pierre Mauroy, donc on est en 84, tu l'as dit, 83-84, dira
c'est l'ingérence des islamistes de l'Iran qui déstabilisent les usines françaises. Donc, On croirait un truc de Pascal Pro, tu sais. vous voyez, c'est vraiment le Premier ministre, avant la soi-disant rupture là, que tout le monde nous vante, 83, etc. Le Premier ministre, voilà, Mauroy, qui parlera de ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très vieux. Voilà. Et ensuite, on aura la marche des beurs en 83 qui sera repris ensuite, récupéré par la main du PS voilà, dans les années 80. Et on aura plein d'effets comme ça. On aura l'épisode de Creil avec Lionel Jospin, avec des jeunes filles qui portaient le voile. Donc ça, c'est en 89. Et petit à petit, on va enclencher ça, voilà. C'est-à-dire l'islamophobie, jusqu'à l'aboutissement de cette loi que moi, je considère inadmissible, qu'est la loi de 2004, voilà, l'interdiction du foulard dans les lycées. Parce que je considère qu'on a une conscience. On va pas se lancer sur la conscience, voilà. Mais vous vous rendez compte qu'on dit aujourd'hui, que des jeunes filles sont libres d'avoir des rapports sexuels à 15 ans avec Gabriel Matzneff, par exemple, mais qu'elles ne peuvent pas décider de ce qu'elles portent sur leur tête, quoi. Donc vous voyez ce pays islamophobe absolu. Et donc, voilà. Et donc, J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne principale qui s'appelle Le lapin du futur passe à la casserole, je crois, une vidéo qui a bientôt 2 ans, où on parle justement du rapport entre Lénine et les populations musulmanes de l'Europe centrale sous l'URSS. Comment est-ce que les communistes ont eu un rapport avec les musulmans, et on parle justement de cette loi du voile à l'école et de ses conséquences concrètes qui sont que en fait, il y a des femmes musulmanes qui du coup ne vont plus à l'école, et justement ils parlent souvent de ça, les droitards actuellement, de dire interdire le port du voile à la fac. Ils vont juste faire en sorte que des femmes musulmanes n'aillent pas à la fac et n'aient pas de voilà, diplôme de fac, tu vois, c'est tout ce qui va se passer, exactement. hein. C'est C'est tout ce ça. qui va se passer. Et comme tu le Voilà. dis, tu peux avoir des rapports sexuels à 15 ans, tu peux pas mettre un voile, quoi. Enfin, Non, mais c'est complètement con, tu vois. on considère que les rapports sexuels ne sont pas des relations peut-être d'asymétrie, peut-être d'emprise, peut-être de violence sentimentale et émotionnelle, mais que non, par contre, le voile, voilà, c'est vraiment islamophobe. Tout programme de gauche, c'est-à-dire qui respecte l'émancipation individuelle et la liberté de conscience, devrait revenir sur cette loi, enfin, je veux dire, l'abroger, justement pour pouvoir penser concrètement ce que c'est justement comment dire, la diversité de conscience dans un ordre politique. Donc, et ensuite, ça a continué avec 2004. On a allé même maintenant. Parce que déjà, c'est problématique de considérer que ne pas être en cheveux, tu vois, que c'est religieux. Déjà, faut presque déjà être religieux pour penser ça. Tu vois, Ouais. si demain, tu vois, si t'es pas en cheveux, mais que tu mets une casquette, t'as le droit. Mais si t'es pas en cheveux sous un hijab, t'as pas le droit. Tu vois. Et t'es là, tu te dis, mais en fait, vous êtes théologien, parce que c'est la même pratique. Il y a Merci des Rafi femmes. Lafux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire il y a des femmes pas en cheveux à la fin, tu vois? Eh ben non, il y a des gars qui vont te dire, et là on a du coup dans cette logique-là, on a passé un cap, c'est-à-dire on a arrêté l'abaya, tu vois? Ah bah là c'est carrément un truc qui n'a rien de religieux, mais qui pouvait faire penser que c'est une pratique culturelle. Et vous voyez, là c'est là où l'islamophobie va bien décrire l'idée de l'abaya. On voit que c'est l'idée d'une culture, d'une civilisation, d'une forme d'habillement, d'une certaine esthétique qu'on rejette. Alors que anti-musulman ne permet pas de comprendre cette pratique du rejet de l'abaya. Tu vois, effectivement, quand quelqu'un est mort dans une mosquée, anti-musulman, islamophobie, tout ce que vous voulez, ça marche. Voilà. Mais tous les trucs d'avant dont on a parlé, là, ça marche pas, quoi.
Voilà. Et donc, l'idée de l'abaya, le racisme anti-musulman ne permet pas de recouvrir l'idée d'interdiction de l'abaya. Par Mais contre, c'est pour ça d'ailleurs, euh, il y avait des filles qui disaient mais je suis pas musulmane et on me l'a interdit. Bah oui, voilà, c'est c'est parce que c'est ça, pas en tant que musulmane qu'ils te détestent, c'est en tant que porteuse d'une civilisation exactement. islamique Quand est-ce que potentielle, ça, tu vois. d'une esthétique, tu vois, c'est comme Ouais, si demain, c'est encore pire, tu vois. c'est ça, c'est une esthétique qui pourrait faire penser à l'islam, tu vois. Demain, ils vont interdire le prénom Mohamed, tu vois. Demain, ils vont interdire le prénom Mohamed. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est vraiment une énorme, tu vois. C'est, c'est, c'est vraiment honteux, quoi. Et donc, dénoncer l'islamophobie, s'attaquer à l'islamophobie, nommer l'islamophobie, c'est vraiment un moyen de, c'est vraiment un moyen de, c'est vraiment un moyen justement de montrer tout ce processus-là. Comme on disait, bah, il y en a d'autres avant, hein, mais les usines Talbot, Creil, la loi de 2004, la Baïa, le Burkini, voilà. Yes, yes, yes. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cette affaire, sur l'islamophobie ou pas? Est-ce que tu as d'autres trucs? Bah non, mais enfin, la chose à dire est simple, c'est, ce n'est pas anecdotique. Tout ça n'est pas anecdotique, tout ça n'est pas un mouvement de diversion, tout ça est une nécessité de l'ordre politique qui se construit pendant la crise que vit l'ordre économico-social. Euh, euh, comment dire, le néolibéralisme en crise ne pourra pas résoudre ces crises pénuriques sans un nouvel ordre symbolique et une hiérarchie sociale entre les gens. Il ne peut plus se permettre l'égalité, la liberté, ne serait-ce même que d'apparat. Il va devoir hiérarchiser les gens. Et l'islamophobie est fondamentale dans la manière dont il va hiérarchiser les gens et dont il va fabriquer de l'ordre et de la hiérarchie entre les individus au sein même de la nation. C'est ça qui est intéressant, c'est justement de montrer que dans la nation, maintenant, vous n'êtes plus à égalité et vous êtes des sous-citoyens, des sous-nationaux, etc. Et donc, ils vont devoir absolument créer cet ordre-là. De la même manière que l'ordre racial dans la période de crise pénurique du capitalisme libéral à la fin des années au début du XXe siècle ou à la fin des années 30, était une nécessité pour organiser un mode de production incapable de servir tout le monde. Et quand vous avez un mode de production incapable de servir tout le monde, il vous faut un ordre social qui n'est pas simplement une répression. Et ça, on parlait tout à l'heure de Charles Mills, c'est très intéressant dans le contrat racial. Là, on est dans le contrat racial. Un contrat racial, c'est pas simplement le contrat qui va permettre d'exécuter la violence sur les populations subalternes. C'est un très grand livre, hein, le contrat racial. C'est aussi un contrat qui va permettre aux gens qui ne sont pas victimes de cette violence de considérer que c'est légitime de violenter d'autres. C'est un double contrat. Ne croyez jamais que le contrat racial, c'est un permis de violence. C'est un permis de violence sur certains et un permis de ne pas être indigné par cette violence pour d'autres. Et là, on fait la boucle avec le début de notre vidéo, justement. Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit ce truc-là, c'est-à-dire le permis de tuer quelqu'un dans une mosquée et l'interdiction même de s'en indigner. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, on le dit, c'est que le contrat racial sur les musulmans, sur l'islamophobie qui est en train de se fabriquer, est un double contrat, un contrat qui dit, et qui est pire hein, pour les gens minorisés, subalternarisés, qui sont les musulmans, vous pouvez mourir à tout instant, et cette dame-là, voilà, cette dame-là, elle l'exprime bien, et un contrat pour ceux qui ne sont pas visés, etc. Dire, ce n'est pas la peine de vous indigner parce que la société tient comme ça. Voilà. Et ben voilà, on y est. Et les images de Mélenchon nous l'ont montré. Ouais, ouais, ouais. Très bien, très bien. Bon.
Sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne PADU, PADU, sur laquelle est sortie une vidéo et sur laquelle va sortir une vidéo très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dr Zoé, Zoé-YT. À venir aussi le 6 mai à 17h. On fait un truc, ça se passe à Poitiers, amphithéâtre Carbonnier. C'est un truc avec plein de gens qui bossent dans les médias. Alors, c'est des médias locaux. Il y a Patrice Le Yarrick, qui est ancien directeur de l'Humanité. Il y a des gens qui bossent chez Acrimed. Il y a des gens qui sont chercheurs sur les médias. Il y a moi-même qui représente l'association La Brèche, donc notre association avec Position Revue, avec Zoé et puis toute l'équipe qui bosse sur les chaînes Padu Team et Padu. Et on va pouvoir parler du coup des médias internet aussi. Donc, c'est de 17h à 20h. À Poitiers, amphithéâtre Carbonnier. Je vous mets ça dans la description. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller sur Position Revue, à aller voir la dernière chronique de l'exploitation. Est-ce qu'on leur dit d'envoyer des chroniques de l'exploitation ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça sue un peu au niveau des mails à Position Revue. Ah, alors, du coup, on va peut-être donner des offs, parce que vous allez être... Notre camarade, on dit son prénom, on l'a déjà dit, Félix, il disait, oui, vous faites pas assez de pub, hein, t'es d'accord? Tu t'es témoin. C'était Chris, tu fais jamais de pub pour les chroniques d'exploitation. Ce qui s'est passé une fois, Zoé a oublié de faire la pub. Je l'ai repris et depuis Zoé a fait une campagne, hein, t'es d'accord? C'est Coca-Cola, quoi. Elle fait une campagne de pub. Je veux dire, c'est Mad Men, quoi, tellement elle est forte en pub. Et il en reçoit 4 par jour. Et là, il commence à dire. Oh, mais ce serait bien que vous arrêtiez ou que vous dites qu'on n'a pas le temps de répondre, voilà, parce que ça marche trop bien. Donc, envoyez vos chroniques, dites à vos amis d'en envoyer, à vos cousins, à votre famille, il faut le déborder, voyez. Donc, n'hésitez pas. On est à 4 par jour en ce moment, j'en veux 10, j'en veux 12, j'en veux 20, jusqu'à temps qu'ils s'excusent. Voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à passer une bonne journée, à commenter, à liker, à partager. Et on vous dit à plus.